Emmanuel Macron became the president of the French Republic in May 2017. Many people saw his victory as the one of the Republican spirit of liberty, equality and brotherhood over the ideology and rhetoric of hatred of the French National Front Party. Muslims in France saw in Macron's election a light of hope to resist Islamophobia or at least reduce it. Their optimistic belief was supported by the absence of attacks on Islam during Macron's campaign and his reluctance to compromise national unity. J'ai dit en effet les responsabilités de la France quant à son passé. Et on doit le regarder en face, ce passé colonial. Macron's discourse was reassuring and comforting. He indeed gave French Muslims the assurance that their rights would be protected and respected, whereas under François Hollande and Nicolas Sarkozy, those rights were threatened. On n'enferme pas les femmes derrière des tissus. Hollande was too weak and fragile to protect Muslims in France, whereas Sarkozy was openly anti-Islamic and accused Muslims of not integrating to French society. But sadly, Macron's social policies did not exactly suppress Islamophobia. The phenomenon has just taken on a different face. The president promptly understood how important anti-terrorism policies would be for his political survival in France. What he chose to do was to give his police forces important powers to raid, question and detain Muslims suspected of terrorist activity without the need to consult a judge or a magistrate. Yet again, it was an infringement of Muslims' rights. More than ever, Muslims in France felt again unprotected. I will meet French non-Muslims from various backgrounds who have raised their concerns and criticism about the anti-Muslim feelings in France. Cette intention maligne, elle va justifier des mesures qui sont des mesures radicales, qui peuvent même être antidémocratiques, visant les musulmans. My journey starts in the heart of Paris, in a district of Belleville, where I meet Agnès Defeo, a passionate researcher, sociologist and filmmaker who has strongly supported Muslims and Islam in France. We walk in one of the most infamous streets in Paris, La Rue Jean-Pierre Timbaud, that has often been associated with terrorism by the French media, to the point of saying that it is one of the most dangerous streets in Paris. A myth that was created by those who fear Islam and Muslims in Paris. This is indeed an irrational statement that Agnès clearly rejects. Sadly, we were not able to interview Muslims who own shops in that street because they are fearful and don't trust the media, a trauma simply created by a general Islamophobic French mindset. Have you seen this street? It's very special, as the man said. It's because there's a lot of Muslim shops in the street, and it's very often it's targeted by Islamophobic persons. You know, the people who hate Islam, they always see this street as a devil street, and they said, oh, this is the place where the people become radicalized because there is books, and that's why this man, he was very kind because he was not aggressive with us, but he just said, no, I cannot talk to you because we are afraid. But even if I said to him, we are working for Islam Channel, we are supporting Muslims. But the problem is he doesn't have any proof. Yeah, he doesn't know, so that's why. So do you think it's a fear? Yes, they're very scared about of whom and what? Because they're scared of someone. Someone can use the image against Islam or against them, because they had so many trouble. You cannot imagine all the papers or has been written on this street were negative. And they made reports, always negative reports. There's a lot of media who are very against Islam, so they're afraid that we can sell them, or even they can use this
they don't want to be known. They just want to sell their books, and they don't want to make waves. Ils ne veulent pas faire des vagues, ils ne veulent pas. So they don't want really to make themselves known. Yes. They just want to do their business Yes, that's in a discreet way, in a without discreet way. people knowing about them. Exactly. Okay. Exactly. Yeah. Do you think are they afraid to be associated with radicalism, like to be seen as radicals, as Of course, extremists? Of course, they're very afraid of that, and they are not. They are not, because they're just. You sell can see books. it. They're not at all. They're peaceful Yes, people. they're and very just- peaceful people. Indeed, as Agnès rightly says, it is completely irrational and unjustified on the part of the French media and establishment to say that the Jean-Pierre Timbaud Street is a place of religious extremism and that Islamists are an invasion and a threat to the French culture. The street is a place of artists where French history and culture are still very present. And what struck me is the presence of bars and pubs siding the Salafist shops, and where both non-Muslims and Muslims walk every day side by side with no problem at all. I want to know more about the issue of Islamophobia in France and get to meet in a park Bernard Godard, a former French information officer who is an expert on Islam in France. Je suis en retraite, enfin je suis en activité toujours dans de nouvelles activités depuis 3 ans. From 1997 to 2014, Bernard Godard worked in the Ministry of the Interior and participated in the establishment of the French Council of the Muslim Worship. Et ces 20 dernières années, j'ai été d'abord conseiller de ministre et ensuite j'ai été affecté au ce qu'on appelle bureau des cultes du ministère de l'Intérieur. On a créé un poste pour moi et qui était chargé des relations avec l'islam, puisque la question musulmane, tout ce qui est en relation avec l'islam prenait une importance de plus en plus grande. Donc voilà, j'ai été nommé en 2002 au poste où je suis resté pendant 15 ans. Et surtout, l'autre chose, c'est que le gouvernement, enfin l'État s'était engagé dans la construction dans l'aide à la constitution pas d'une fondation, d'une structure représentant le culte musulman en France. Parce qu'on a aussi ce qui s'est passé en septembre 2001 et ensuite les attentats. Et après ces événements, pour moi, il y a un sentiment en fait qui s'est développé dans lequel on a mis tout le monde dans le même sac. On a soudainement accusé les musulmans et l'islam de devenir en fait une religion de criminels. Et en fait, on a mis tout le monde dans le même sac. Et c'est ça que je veux aussi dénoncer. Le musulman a remplacé le juif. Lequel juif a fait l'objet de menaces, effectivement, et le plus dramatique, ça a été le nazisme à partir des années 30. Mais la suspicion sur le judaïsme, ça date du début du 19e siècle, ça date du début de ce qu'on appelle l'émancipation des Juifs. C'est-à-dire que la Révolution française a donné un statut aux Juifs. Vous pouvez être citoyen, mais vous n'êtes pas une nation, vous n'êtes pas un groupe communautaire, vous êtes des citoyens par un. Mais il y a eu toujours la suspicion par rapport aux Juifs, d'être des gens qui ne sont pas du tout français ou allemands ou italiens. Alors le musulman, alors toute proportion gardée, c'est pour ça que j'ai titré mon livre « La question musulmane », en comparaison à la question juive. Et donc la question musulmane, c'est de dire est-ce que les musulmans, finalement, sont des gens, même quand ils donnent des preuves d'intégration, de désir d'être complètement citoyen, est-ce qu'on peut leur faire confiance? C'est vrai que ça s'est installé tout doucement. Alors, ça prend
dimension quand on parle des migrants. On dit que ce sont les migrants qui, effectivement, parce que tous les migrants, c'est musulmans, bien sûr, hein, que vous soyez chinois ou africains chrétiens, vous êtes mis dans le camp musulman. Il y a eu ça, et il y a eu, surtout, si vous voulez, le problème pour les Français, à mon avis, hein, qu'ils ne sont pas du tout, par rapport aux religieux, la laïcité, et en particulier la loi de 1905, qui est pas la laïcité en elle-même, dans son principe, n'est pas quelque chose d'anti-religieux. Mais pour la plupart des Français, ils s'étaient habitués, y compris à partir des années 60, 70. Voilà, le religieux était sorti complètement du champ public. De l'État, c'est du Conseil d'État, c'est-à-dire des pôles de juridiction administrative, c'est de favoriser, c'est de permettre, parce que c'est la loi qui le dit, il faut permettre aux gens d'accomplir leur culte, etc. À ce moment-là, si donc l'islamophobie, ce n'est pas celle de l'État, Ouais. à votre avis, d'où vient-elle? Bon, c'est une islamophobie. Alors, je veux dire que quand vous discutez avec des fonctionnaires, des enseignants, des gens qui sont comptés, alors effectivement, ça devient plus nuancé, mais on sent bien quand même qu'il y a une idéologie laïciste qui est très importante et qui, effectivement, admet pas que le religieux, pas le voile, mais qu'en général, le religieux puisse exister dans le champ public. On est encore en présence, alors c'est pas l'État, puisque l'État, sa fonction, c'est pas de nier le fait religieux, c'est de faire en sorte qu'il puisse s'exprimer, que chacun puisse... Ça c'est clair. I have the pleasure to meet Agnès de Feo again in her own home, where she wants to tell me more about herself and her work. Je suis, on va dire, sociologue. Je travaille sur les musulmans. D'abord, j'ai commencé à travailler sur les musulmans en Asie du Sud-Est et petit à petit, j'ai été ramenée à la situation des musulmans en France. Agnès de Feo is the only filmmaker in France to have produced insightful documentaries on women who wear niqab in France. Ce que je cherchais, c'était pas tellement de travailler sur le contexte français, mais j'ai été amenée par la force des choses parce qu'il y a eu cette loi d'interdiction du voile intégral qui a été votée en France en 2010. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur ce phénomène du voile intégral 1 an et demi avant le vote de la loi. Donc j'ai vraiment pu assister à tout ce qui a pu être bouleversé par cette loi et par, on pourrait dire, la propagande française pour faire que tout le monde acquiesce, tout le monde plébiscite ce genre de loi qui était complètement délirante, quoi, d'interdire un vêtement dans l'espace public, ça a fait beaucoup plus de mal que de bien. J'ai regardé les 2 documentaires qui sont merveilleux, touchants. Quels ont été en fait les obstacles par rapport à ces documents, parce que je comprends que vous avez tout fait vous-même, financé par vous-même. Donc, quels ont été les obstacles primaires? Alors, au départ, je ne pensais pas en faire des documentaires. Pourquoi j'ai commencé à filmer mes entretiens? Parce que les gens, quand je leur parlais des femmes qui portent le niqab, ne me croyaient pas. Ils étaient tellement persuadés, en fait, l'esprit français est tellement figé, fixé sur l'image des musulmans, qui ne pouvaient pas imaginer que des femmes qui portent le voile intégral le fassent librement. Tout le monde était sûr qu'elles le faisaient sous la contrainte d'un homme. Alors c'était toujours le père, le mari, le fils, comme les images, les clichés qui concernent les femmes musulmanes. Donc j'en avais tellement marre, je leur disais mais non, elles sont célibataires, parce que évidemment je me suis rendu compte dès le début que la réalité était contraire à l'image qui était créée de ces femmes. Personne ne me croyait. Donc je faisais des conférences, donc les gens me disaient mais c'est pas vrai, vous fabulez, c'est vous qui projetez sur ces femmes vos propres sentiments, c'est faux, donc c'était insupportable. Je me souviens en 2008, j'ai fait plusieurs conférences comme ça où je me faisais vraiment attaquer, où les gens ne me croyaient pas, ils disaient voilà vous faites de la propagande pro-islamiste, vous voulez favoriser le niqab, donc c'était vraiment délirant. Donc j'ai décidé, je me suis dit très bien, je vais filmer, comme ça au moins ça me fera un témoignage, un témoin pour mes explications. Au départ, c'était juste pour illustrer mes conférences. Au début, ça a été très difficile, parce que avant, alors on va dire que
j'ai commencé vraiment en 2008 où il n'était pas du tout question de loi parce que la proposition de loi d'interdiction du niqab a commencé en juin 2009. Oui, c'est ça. En juin 2009, on a commencé à parler d'une possibilité d'interdire le voile intégral. La polémique a été lancée par le président de l'époque qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Donc avant la loi, les femmes qui portaient le niqab étaient dans une démarche piétiste, donc elles pensaient à Dieu. À chaque fois que je les abordais, ça ne les intéressait pas du tout de me parler. Elles n'en voyaient pas l'utilité. Elles n'étaient pas menacées, personne ne les embêtait, donc c'était extrêmement difficile pour les filmer. Et finalement, j'ai réussi vraiment à filmer à partir du moment où la polémique a démarré. Donc c'est paradoxal parce que finalement la polémique m'a aidée à rencontrer ces femmes et à les convaincre d'être filmées parce que là, tout change et elles vont être contentes de trouver quelqu'un qui peut recueillir leurs propos, leurs explications, parce qu'elles vont vouloir se défendre et expliquer, voilà, non, c'est pas juste de m'interdire de porter le niqab, je ne suis pas du tout contrainte par un homme, donc elles vont avoir besoin de s'expliquer. J'ai trouvé que le système, et c'est là où je me suis dit, c'est vraiment génial de filmer pour faire comprendre. Et on ne peut pas expliquer un phénomène social si on n'a pas accès, donc soi-même, mais si on ne donne pas accès aussi au public, au terrain. Et donc la caméra, ça permettait au public de comprendre voilà, ce qu'il n'osait pas faire. C'est un petit peu, voilà, vous saurez tout sans oser le demander. C'est voilà, comment comprendre le niqab, vous qui avez toujours voulu savoir sans oser le demander. Donc les gens pouvaient avoir enfin accès à ça. Donc au départ, ça a eu beaucoup de succès. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon bah, je vais essayer de le proposer à des chaînes télé. Mais en revanche, les chaînes télé, c'était niet, rien du tout. Mon premier documentaire, donc je l'ai tourné en 2009-2010 et je l'ai enregistré dans des festivals de documentaires. Donc je l'ai enregistré, c'était avant le passage de la loi. Le passage de la loi, c'était le 15 octobre 2010. Donc j'ai dû le terminer en septembre parce que je voulais absolument que ce soit avant la loi, qu'on voit l'état d'esprit de ces femmes avant le passage de la loi. Parce qu'après la loi, ça a été encore différent. Il y a eu beaucoup de choses. Et notamment, j'ai pu assister à un phénomène. Là aussi, beaucoup de chercheurs même ont nié cette réalité du terrain. Et heureusement que j'avais les images pour prouver mes hypothèses. C'est que la loi a provoqué, au contraire, un très fort engouement pour le niqab. Donc davantage de femmes ont porté le niqab après la loi. I make my way to meet a very important academic figure, Raphaël Yogier, who has been a vocal critic of the French establishment. Je suis sociologue et philosophe universitaire. Raphaël Yogier often appears on French national TV and radio shows. He gives me an insightful analysis of Islamophobia we see in France and Europe. Du point de vue des identités, donc je m'intéresse aux identités, c'est-à-dire ce qui motive les individus, comment est-ce qu'ils s'identifient à des figures héroïques, comment est-ce qu'ils vivent leur vie, comment est-ce qu'ils agissent en fonction de leurs croyances, donc les croyances, les valeurs, les choix, c'est ces choses-là qui m'intéressent. Alors quel a été le déclencheur pour vous concentrer sur le travail sur l'islamophobie? Depuis que l'Europe a perdu sa place centrale, symbolique dans l'ensemble de la planète, c'est l'Europe qui devient elle-même obsessionnellement, c'est-à-dire que ce qui avait créé l'islamisme, qui est une obsession anti-occidentale, va créer l'anti-islamisme, qui est une obsession des Occidentaux qui ont perdu leur place centrale contre ce qui a l'air de les menacer. Vous voyez ? C'est ça qui va se passer. Il y a la première, le rapport aux musulmans en tant que personne concrète, c'est ce que j'ai évoqué au début, le rapport à l'immigration, etc., etc. Et puis il y a ce sentiment de plus en plus fort de ne plus exister des Européens. Et la jonction entre les deux sentiments, elle va s'effectuer en 2003. Plus exactement en 2003 pour moi. 2003, 2004. Mais il y a un événement en 2003, c'est pour ça. C'est la guerre en Irak. Parce que là, c'est la première fois dans l'histoire de l'Europe récente que les Américains ne disent même pas aux Européens, ne demandent même pas aux Européens leur avis pour partir en Irak. Et là, il va y avoir en 2003 un vrai sentiment d'humiliation profonde dont on ne va pas ressentir les conséquences immédiates, sauf que c'est très exactement à partir de ce moment-là que tous les partis
qui sont des partis qu'on appelle populistes, mais ça veut dire qui sont dans cette idée d'un peuple qui serait un peuple pur, européen, qui serait mis en danger par des forces infiltrantes dont on ne sait pas très bien qui elles sont, qui peuvent aller du capitalisme, de la mondialisation des États-Unis jusqu'aux musulmans, tous ces partis, UKIP au Royaume-Uni. D'accord ? Le Front National qui change complètement d'idéologie à ce moment-là, qui devient un nouveau parti, en fait, qui n'est plus du tout un parti antisémite, mais qui va devenir un parti anti-islamique, alors qu'il n'était pas antisémite, parce que on va avoir le Parti de la Liberté en Autriche, le Parti du Progrès en Norvège, toute une série de partis dans toute la alternative pour l'Allemagne en Allemagne, des partis qui vont prendre de plus en plus de pouvoir à partir de cette période-là, riposte laïque en France, toute une série de trucs de groupes qui vont prétendre être ni de gauche ni de droite, et du coup profondément populistes, et qui vont fonder toute leur idéologie sur le combat contre l'altérité musulmane. Pourquoi ? Parce que cette altérité musulmane, elle n'est plus vue comme étant seulement de façon condescendante, inférieure, etc. Elle n'est plus vue comme étant seulement une menace pour l'emploi, etc. parce qu'ils prennent... Non, elle est perçue comme une menace intentionnelle. C'est-à-dire que cette fois, elle est perçue comme des gens qui, en réalité, sont déjà plus forts que nous. Ça veut dire qu'on passe, c'est ça le populisme, à l'idée que ceux que l'on croyait être faibles, en fait, ils sont en train de gagner, de nous infiltrer, de devenir plus forts que nous. Et c'est là où ça devient dangereux, parce que dans cette troisième phase, cette intention maligne, elle va justifier des mesures qui sont des mesures radicales, qui peuvent même être antidémocratiques, visant les musulmans. Pour quelle raison ? Parce que à ce moment-là, on suppose que c'est notre société qui est en cause, la démocratie, la liberté, nos valeurs, enfin notre identité au sens le plus fort du terme. Donc quand un bateau coule, on peut se permettre de torturer des gens, on peut se permettre de supprimer des droits, de supprimer la liberté, paradoxalement, pour sauver la liberté. It was uplifting to see that there are still people in France who are supporting Muslims and Islam despite Islamophobic sentiments that are taking over in a country with deep republican values. En France, en tout cas, je pense que moi je suis assez positif. Il y a quand même beaucoup de gens, de plus en plus de jeunes, d'intellectuels qui sont dans le culte, dans le religieux, qui effectivement disent bon non, écoutez, voilà, nous sommes français, voilà, il faut qu'on vive comme français. Il ne s'agit pas de mettre dans la poche notre foi. Moi, quand je vois une femme en handicap, je vois quelqu'un qui veut en découdre avec l'ordre social, qui veut dire voilà, moi mon corps m'appartient, et j'en fais ce que je veux, qui est la base du féminisme à l'origine. Où il y a un détachement encore plus fort que jamais entre d'un côté le terrorisme et la violence et de l'autre côté l'islam des gens qui pratiquent sur le territoire. Ça n'a jamais été aussi éloigné. Et bien pourtant, dans les représentations et dans les discours politiques, on ne les a jamais autant rapprochés. We can only hope that more voices, such as the ones of Bernard, Agnès, Raphaël, will continue to be heard, and that justice one day will prevail for the millions of Muslims in France.